Alors moi je m'appelle Gilles de Benat, je fais partie de la compagnie Drôlatique Industrie, une compagnie de théâtre de marionnettes qui existe depuis maintenant 21 ans et basée à Redon. Ouais, alors moi depuis tout petit je voulais faire de la bande dessinée au départ. C'était mon rêve de gosse et j'ai commencé à faire mes études dans ce sens-là. Donc j'ai fait alors à l'époque on appelait ça un bac à 3 qui était orienté art plastique. Et à l'issue du bac à 3, j'ai été pris aux Beaux-Arts d'Angoulême en section bande dessinée. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, je suis allé 2 ans à Paris pour essayer de trouver un peu des éditeurs et pour chercher à faire éditer mes bandes dessinées. Mais ça n'a pas marché. Et du coup, là, pendant 2 ans, je faisais des petits boulots alimentaires à Paris. Et le soir, je construisais. Alors pour moi, je ne pensais pas à marionnettes, pour moi, c'était des sculptures en mouvement que je fabriquais. Et c'est un ami qui m'a dit, mais tu sais, ce que tu fais, c'est de la marionnette. Et il existe une école pour devenir marionnettiste en France, à Charleville-Mézières. Et il se trouve que le concours tombait cette année-là. Et du coup, j'ai passé le concours de l'école de Charleville, j'ai été pris. Et là, c'est une école qui durait 3 ans, où on était une promotion de 20 pendant les 3 années. Et là, j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas et, euh, et qui permettait pour moi de regrouper plein de disciplines que j'aimais. Parce qu'avec la marionnette, je me sers du dessin. En parallèle des beaux-arts, je prenais aussi des cours au conservatoire d'art dramatique. Et du coup, voilà, c'était une discipline qui pouvait mélanger la construction, le dessin, le jeu, la mise en scène. Et c'est ça qui me plaît dans la marionnette. Alors les autres membres de la compagnie, c'était justement à l'école de Charleville. On était tous les quatre, à la base de Drôlatique, on était 4 personnes. Et on était tous les 4 issus de la promotion de Charleville. Et donc voilà, on a fait nos études ensemble. Et la dernière année, euh, le projet de diplôme, ça devait être un spectacle d'une demi-heure sur le thème qu'on voulait, avec les marionnettes qu'on voulait et l'équipe qu'on voulait. Et nous, on a fait notre projet de diplôme tous les 4 ensemble, où on a construit des grands pantins à taille humaine et on a inventé une espèce d'histoire, un polar un peu déjanté, un peu dingue. Et voilà, qu'on a mis en scène. C'était un spectacle d'une demi-heure. Et toute la création s'est super bien passée, on s'entendait bien dans le travail. Et à l'issue de ce travail-là, on s'est dit, bon, ben, on continuerait bien ensemble. Et, euh, et voilà. Et du coup, à la fin de l'école, on a pris une carte de France, on a mis des gommettes chacun où on voulait aller. Ça s'est dirigé vers la Bretagne. Et c'est comme ça qu'on a atterri à Redon. Et ben, en fait, nous, alors ouais, effectivement, c'est vraiment variable. On a des spectacles pour les tout petits, à partir de 3 ans. On a des spectacles tout public, visibles à partir de 5, 6 ou 8 ans. Des spectacles comme Sapiens, dont on va parler tout à l'heure, sans doute vraiment plus ado-adulte et puis ouais, ado-adulte. Et, euh, et en fait, je pense que c'est selon les envies du moment aussi. Euh, le dernier gros spectacle en salle qu'on avait fait, c'était Papik, qui était un spectacle vraiment dirigé pour les 3 ans. Et là, moi, c'était une envie forte que j'avais de m'adresser à un très jeune public. Sans doute parce que j'étais papa depuis 3 ans et que voilà, avant, j'étais pas forcément attiré par les spectacles pour les tout petits, mais là, le fait de côtoyer un petit gars au jour le jour bah voilà, ça donne des envies, quoi. Et après, les styles de marionnettes. Alors, à l'école, on a découvert aussi toutes les marionnettes qui pouvaient exister dans le monde, de types de marionnettes différentes. Et moi, il y a une technique dont je suis tombé totalement amoureux dans cette formation, c'est des petites marionnettes qu'on appelle marionnettes à gaine chinoise. Donc, c'est des marionnettes qu'on enfile comme un gant avec des petites jambes et tout ça. Et j'ai adoré cette technique-là, donc j'ai fait plusieurs spectacles pendant l'école et puis même après l'école
avec cette technique de marionnette chinoise. Je suis allé à Taïwan aussi pour apprendre avec un maître qui faisait ça depuis tout petit, son père faisait ça, voilà. Et donc ça, c'est vraiment une technique que j'aime particulièrement. Et là, de plus en plus, j'aime beaucoup aussi la meupette. Donc dans mon prochain spectacle, donc la meupette, c'est les marionnettes où on met la main à l'intérieur de la bouche. Et, euh, et dans mon prochain, celui que je suis en train de créer, là, ce sera des marionnettes en meupette. Mais voilà, en fait, c'est variable. On utilise les techniques selon le propos qu'on veut défendre dans le spectacle, généralement. Eh bien, pour moi, une marionnette, au départ, ça peut être un petit bout de mousse et puis un petit bout de tissu qui sont assemblés. Donc ça peut être juste rien, quoi, juste des objets de récupération qu'on assemble. Mais plus on les assemble, la construction se passe, plus on y met du cœur, plus on s'attache. Et il y a une vraie relation qui s'installe avec cette marionnette-là. Et, et c'est marrant parce que j'en parle dans mon prochain spectacle, justement, que je suis en train de créer, de cette relation que j'ai avec les marionnettes. Alors il y a certaines marionnettes, je m'attache plus que d'autres, forcément. Mais voilà, elles ont toutes une histoire différente et ouais, c'est un peu comme une naissance, la construction des marionnettes et puis après l'évolution, enfin, cette relation, elle évolue tout au long de ma vie. Ouais, alors bah, souvent les idées reçues qu'on a, c'est que les marionnettes, c'est pour les enfants. Euh, il y a Oui, il y a un truc que je dis souvent, c'est que le personnage de Guignol, par exemple, où là, vraiment tout le monde se dit, bon, bah, c'est Guignol, c'est pour les enfants. Et ben, à l'origine, Guignol, il a 200 ans, il a été créé à Lyon, et c'était des spectacles pour les adultes. C'était des spectacles politiques, les spectacles de Guignol, qui tapaient sur les hommes, les figures politiques lyonnaises en exercice. Et, euh, et voilà, c'était vraiment des spectacles qui étaient faits pour les ouvriers, faits par un ouvrier à la base, et un spectacle engagé, quoi. Et bon voilà, avec le temps, cette figure de Guignol a été un peu dégradée par rapport à l'origine. Et moi j'avais rencontré le dernier descendant de Mourguet qui avait inventé le personnage de Guignol et qui m'avait expliqué que les Guignols de l'info, qu'on voyait à la télé il y a quelques années, reprenaient vraiment l'esprit d'origine du Guignol d'il y a 200 ans. Et voilà, et la marionnette, elle a des fonctions différentes selon les pays aussi. Parce que par exemple, quand je suis allé à Taïwan, en Asie, euh, il y a certaines marionnettes qui ont des fonctions d'exorciste, par exemple. À Taïwan, j'ai travaillé dans un musée de la marionnette d'Asie, où un jour, je suis arrivé dans le musée et il n'y avait plus personne. Personne n'était venu travailler. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait un fantôme dans le musée et que du coup, les gens ne pouvaient pas travailler tant qu'il y avait le fantôme. Donc il y a un marionnettiste qui est venu, qui est exorciste, avec une marionnette à fil. C'est une marionnette très spécifique qui sert à chasser les fantômes. Donc elle est venue faire son, je ne sais pas quoi, dans le musée. Elle a chassé le fantôme et les employés du musée ont pu revenir travailler. Tout ça pour dire que voilà, la marionnette, c'est pas que pour les enfants. Ça sert à plein de choses. Alors, bah ça, c'est assez variable selon les spectacles, je pense. Euh, et c'est assez variable ouais, selon ce qu'on raconte. Là, dans le prochain spectacle, je m'adresse directement au public, moi, en tant que Gilles, marionnettiste, manipulateur. Et je raconte un peu le rapport que j'ai avec les marionnettes en général. Et,
Et là, j'implique vraiment le public, enfin, c'est vraiment une parole directe que j'ai envers lui. Euh, mais sur certains autres spectacles, là, il y a plus la marionnette qui est en avant et qui parle au public. Enfin, c'est vraiment. Ouais, j'ai du mal à répondre à cette question en fait. C'est vraiment variable selon les spectacles. Bah, en tout cas, par rapport à moi, je sais que j'ai besoin de ce médium marionnette euh, pour exprimer des choses. Euh, Quand je faisais de la bande dessinée, j'avais besoin du dessin, du médium dessin pour exprimer des choses. Je pense que c'est quelque chose qui me rassure aussi. Euh, je ne suis pas forcément très à l'aise en tant que comédien, moi, face à un public. Et par contre, avec la marionnette, j'ai l'impression que je peux tout faire, que je peux tout dire, que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et, euh, et ouais, on peut tout faire, tout se permettre, on peut les faire voler. Enfin, il y a une liberté que je trouve totale avec la marionnette et que je ressens pas moi en tant que comédien. Alors Sapiens, c'était un spectacle qu'on a créé il y a quelques années. Euh, et on voulait... alors, je vais parler de l'origine déjà, du tout départ. Au tout début, on voulait adapter un texte de Beckett qui s'appelle Actes sans parole, qui est un texte sans être un texte, parce que ce n'est que des didascalies, c'est que voilà, des actions qui sont décrites à faire pendant la pièce. Donc il n'y a aucune parole, voilà, c'est qu'un enchaînement de situations. Et on voulait adapter ça. Et donc on a contacté, quand c'est le cas, la Société des auteurs qui nous ont dit ah ben Beckett, si vous l'adaptez, il faut respecter les choses à la lettre, il ne faut pas faire un pas de côté et tout ça. Et nous, on voulait dès le départ transposer cette situation sur une paillasse de laboratoire avec des scientifiques, des singes et tout ça. Donc on s'est dit bon bah non, on ne va pas pouvoir adapter Beckett. Donc on s'est dit bah on va faire notre Beckett à nous, on va l'écrire nous-mêmes, nos actes sans parole. Et on a fait trois tableaux qui mélangeaient des expériences de deux scientifiques hommes sur un singe, de deux scientifiques singes sur un cobaye homme, et un troisième tableau où c'est un scientifique singe, un scientifique homme qui essaye de faire une expérience pour fusionner et créer une nouvelle espèce. Et donc c'était un spectacle où on voulait un peu parler des dérives de la science et où on s'est basé sur des expériences qui ont réellement existé. Donc voilà, c'était pour parler de tout ça, Sapiens. Bah, elles vont bien, mais après elles ne jouent plus. Donc c'est un spectacle qui a arrêté de jouer. Et du coup, ben là maintenant, elles sont juste observées par des visiteurs qui viennent voir l'exposition. De temps en temps, on les fait voyager quand même parce qu'elles sont utilisées pour des stages, pour des formations avec des enfants ou avec des adultes. Donc elles sont utilisées de temps en temps, mais bon, elles sont quand même un peu immobiles, quoi, pour mettre des marionnettes. Ouais. Eh ben, alors c'est une relation. Bah, déjà, je les vois apparaître quand je les construis, et, euh, et des fois, je ne sais pas à quoi elles vont ressembler. Il arrive que je parte de croquis au départ, où je me dis, bah voilà, j'aimerais vraiment qu'elle ait cette tête-là, et du coup, je fais en sorte que la construction ressemble au croquis. Mais des fois, même avec un croquis, ça s'en écarte. Et des fois, je pars comme ça, en impro, je ne sais pas quelle tête elle va avoir, et je sculpte le bois ou je sculpte la mousse, et on voit ce que ça donne. Et donc déjà, c'est une première découverte de, de qui elle est, de physiquement comment elle est. Et après, je les manipule. Donc là, pendant la manipulation, je découvre aussi comment elles bougent, quels sont leurs défauts, quelles sont leurs qualités. Et, euh, et puis après, bah voilà, il y a CSF pour un spectacle. Il y a toute la phase des répétitions où là, bah, j'apprends encore à les connaître encore plus, quoi, parce que, enfin voilà, il y a vraiment un lien qui se fait. Et puis,
une maîtrise qu'on essaye d'avoir de cet objet, quoi. Et puis après, il y a la phase de la représentation, où là, bah, c'est comme si on était partenaire sur la scène, et on joue ensemble devant un public. Alors non, j'entretiens pas la même relation avec toutes les marionnettes. Euh, euh, alors celles de Sapiens, elles sont, elles sont un peu particulières parce que je les aime beaucoup, mais ça a été une création difficile. Ça arrive des fois, c'est compliqué, on n'arrive pas à avancer comme on voudrait, et voilà. Et même si on était fier au final du résultat du spectacle, ça a été éprouvant quoi, pendant toute la création. Et du coup, j'ai quand même ce truc-là derrière, avec Sapiens, où, bon voilà, j'ai été triste d'arrêter de le jouer, mais sans plus. Euh, mais voilà, ces marionnettes-là, je les aime et je me dis souvent quand même que j'aimerais bien peut-être les ressortir, faire autre chose avec elles. Euh, donc voilà, elles restent quand même dans un coin de ma tête. Alors, il n'y a pas du tout de rapport de domination. Non, ouais, c'est plus d'égal à égal, vraiment comme des partenaires de jeu. Et, euh, et puis ça va même au-delà parce qu'en fait, euh, en fait, je les ai toujours considérés comme ça. Moi, quand je construis des marionnettes, au départ, c'est aussi comme si elles pouvaient se suffire en elles-mêmes, comme si je faisais des œuvres d'art, des sculptures, quoi, en fait. Et, euh, et bon, voilà, après, avec le jeu, il se trouve qu'elles deviennent vivantes, qu'elles jouent et tout ça. Euh, mais je ne pourrais pas, par exemple, après un spectacle, bah, voilà, les mettre dans un placard et les oublier. Et, et moi, ça me rassure de me dire que ces marionnettes, elles seront là quand moi je serai plus là, d'avoir une trace qui reste, quoi. Et, et je les restaure aussi quand je vois, enfin voilà, quand je vois que la peinture commence à s'écailler ou quoi, voilà, j'ai besoin qu'elles soient là, ces marionnettes-là en tout cas. Ah ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais, ouais. Déjà, je me verrais pas faire, en tout cas dans ma compagnie, un spectacle sans avoir construit les marionnettes. Euh, Après, ça m'arrive de travailler pour d'autres compagnies où là je suis interprète et où je travaille avec des marionnettes que je n'ai pas construites, et j'adore ça. Mais, euh, mais c'est vrai que la construction amène un lien forcément qui est, qui est plus. On les connaît depuis vraiment le départ, on sait exactement comment elles sont faites, comment elles sont fabriquées, par où on est passé pour les faire et tout ça. Donc oui, je pense qu'il y a, et puis même pendant la construction, on essaye des mouvements, on essaye des choses, voir de quoi elles seront capables ou pas, et ça donne pour moi des indications sur la suite, sur la mise en scène qui va se faire, quoi. Alors pareil, ça c'est assez variable selon le spectacle. On n'a pas une méthode fixe. Des fois on part de textes existants, ou bien on fait des commandes à des auteurs sur une thématique qu'on a envie de développer. Des fois on part de la marionnette, Euh, et le texte vient après. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de construire une marionnette. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, et c'est qu'après que le texte arrive. Euh, donc voilà. Et après, alors il y a quand même quelque chose de récurrent qui vient avant chaque spectacle. C'est que moi, je fais des storyboards assez précis, assez poussés du spectacle. Et j'ai besoin de ça avant de monter sur la scène, avant de commencer les premières répétitions. C'est voilà, c'est un outil pour moi qui m'aide à voir en gros quel sera le spectacle. Même si pendant les répétitions, souvent on met ses storyboards de côté et qu'on part sur d'autres pistes et tout ça. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un outil de référence, quoi.
Ouais, alors ça, généralement, c'est pendant les premières répétitions, où là, je me base vraiment sur la tête qu'a la marionnette. Par exemple, il y a un personnage, Monsieur Pepper Scott, qui est un des 3 derniers spectacles qu'on a créés, où c'est un vieux monsieur qui est un peu édenté. Et au départ, je lui avais donné une voix très grave, très rocailleuse, et ça fonctionnait pas. Je sentais que voilà, je sentais que la voix était complètement décalée par rapport au physique, en fait. Donc j'ai regardé vraiment comment il était fait. Donc déjà, j'ai vu que c'était un vieux monsieur, donc je l'ai fait parler un petit peu comme ça, avec une voix un peu chevrotante. Et puis comme il n'avait pas de dents, eh ben, j'ai fait comme si moi j'avais pas de dents non plus, et puis j'ai parlé comme ça, et c'est devenu sa voix à lui. Et c'est souvent comme ça que je fais. Je regarde du coup physiquement comment elle est fabriquée, et si par exemple j'en vois une qui a un énorme sourire, et j'essaie d'avoir le même sourire pour trouver sa voix. Selon les spectacles, quelle technique j'emploie? Et ben en fait, ça, je pense qu'on utilise la technique qui nous semble la plus appropriée à ce qu'on veut raconter dans le spectacle. Mais après, pareil, ça c'est variable. Euh, euh, En tout cas, selon les spectacles, on utilise des techniques très variées depuis le début. On peut utiliser des grands pantins à taille humaine, comme des petites marionnettes à gaine chinoise dont je parlais, comme des marionnettes toutes plates en 2 dimensions aussi. Ça, c'était Papicle et Ma Belle Spring, un autre spectacle qu'on avait fait, où là, on a vraiment le rapport avec le dessin. C'est des marionnettes vraiment toutes plates, mais qui sont articulées. Euh, Et puis après, voilà, des fois, c'est la marionnette qui vient en premier. Donc là, c'est elle qui s'impose et qui nous impose le texte, quoi. Eh ben, c'est un peu les deux. Euh, c'est un peu les deux. Après, pour moi, c'est vraiment un personnage à part entière. Mais c'est quand même nous qui le manipulons. Donc c'est forcément une extension. Et c'est vrai que moi, il y a une technique qu'on n'a jamais utilisée, c'est la marionnette à fil. Et parce que je pense que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de les toucher, les marionnettes, d'avoir un contact avec elles. Et le fil, il y a cette distance du fil qui fait que je ne suis pas du tout à l'aise avec cette technique-là. Et donc oui, c'est aussi une prolongation, autant qu'il faut que le public y croit. Donc c'est un personnage à part entière. Ouais. Ouais, c'est un choix vraiment de si on est à vue ou pas à vue. Nous, dans la compagnie, on a les deux, hein. On a des spectacles où on est tout en noir, cagoulé noir, gants noirs, et avec des couloirs de lumière, on ne voit pas du tout, et c'est vraiment les marionnettes au premier plan. Et d'autres spectacles où effectivement on est à vue, mais dans ces conditions-là, quand on est à vue, il faut vraiment qu'on définisse, nous, le rôle du marionnettiste, qui on est dans ce spectacle-là par rapport à la marionnette. Et généralement, il y a une interaction du coup entre les deux, quoi. Bah oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'elle continue tout au long de ma vie, hein, cette relation. Et, mais c'est marrant parce que c'est vraiment le thème du prochain spectacle que je suis en train de créer, où c'est une marionnette c'est un prisonnier que j'ai créé il y a 12 ans et que j'adore, mais qui n'a jamais eu d'histoire. Et j'ai essayé depuis 12 ans à plusieurs reprises d'écrire une histoire pour elle, et il n'y a jamais rien qui a abouti. Et donc il y a 3 ans, j'ai fait une bande dessinée sur elle, où je raconte son histoire, mais de son point de vue. C'est elle qui raconte le fait que, bah voilà, elle n'a jamais eu d'histoire, qu'elle aimerait bien en avoir une pour avoir une existence, mais qu'elle en a empêché parce que son créateur, il est en panne sèche vis-à-vis d'elle, quoi. Et, euh, et c'était quoi la question? Non, c'est par rapport à la vie de la marionnette. Ah oui, voilà, voilà. Et du coup, bah voilà, elle n'a pas eu d'existence pendant 12 ans, il y a eu des tentatives, mais là, du coup, je fais l'adaptation de cette BD que j'ai faite sur elle
en spectacle. Et du coup, là, elle va avoir son existence propre dans cette bande dessinée, même si tout le spectacle raconte le fait qu'elle n'aura jamais eu d'histoire. Mais en tout cas, voilà, là, c'est son heure de gloire. Et maintenant, après, elle va avoir les représentations qui vont suivre. Elle va jouer vraiment devant un public, alors qu'elle a attendu depuis 12 ans. Eh bien, justement, parce qu'elle ne joue plus. Donc, c'est l'occasion que du public puisse les revoir à nouveau. Esthétiquement, c'est des marionnettes que j'aime beaucoup. Et puis, il y aura aussi. Nous, ce qu'on trouve intéressant depuis le début, c'est de montrer aussi toutes les coulisses d'un spectacle. Parce que généralement, voilà, le spectateur voit le spectacle fini, achevé, et n'a pas forcément conscience de toute la préparation que ça engendre. Nous, généralement, on met 2-3 ans pour créer un spectacle. Et en marionnette, il y a plein d'étapes qui sont hyper intéressantes à voir, du début de la construction, au storyboard, au croquis préparatoire, tout ça. Et du coup, bah voilà, on a aussi tous les storyboards de Sapiens qu'on va exposer et qui sont chouettes à voir pour le public, quoi. Alors, ouais, ça peut arriver. Euh, Si par exemple pendant les répétitions on voit qu'il y a un mouvement qu'on voudrait faire avec cette marionnette mais qui dans l'état actuel ne peut pas être fait, là on retourne à l'atelier, effectivement on ajuste les choses. Euh, une fois que ça a joué, c'est plus de l'ordre de la restauration, quoi. Eh bien, vu que moi je les considère aussi comme des sculptures et qu'on a cette possibilité-là, comme on a beaucoup de marionnettes, on expose, on fait une exposition drôlatique qui peut bouger, qui est visible ici dans notre lieu à la banque, mais qui peut aussi bouger dans d'autres théâtres. Donc elles ont quand même si elles ne jouent pas, une vie en tant que œuvre marionnettique. Ben non, sauf le fait que je suis ravi d'exposer chez vous. Ah oui, c'est vrai, je l'ai complètement oublié, dis donc, alors que j'en parle depuis le début. C'est assez drôle, du coup, ça fait un parti pris. Oui, c'est vrai. Peut-être même parler de la manière dont elle se manipule. Ouais. Bah, en fait, sur cette marionnette-là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son regard, avec le fait que les yeux puissent bouger dans tous les sens. Et au départ, ça, bah, justement, c'était une envie de ma collègue Maud qui disait ouais, ce serait bien une marionnette quand même avec les yeux qui bougent partout. Et on n'avait jamais fait ça avant. Et du coup, c'est des petits défis comme ça où on se dit bon, ben voilà, maintenant, il faut qu'on arrive à ce résultat, donc comment on y va? Donc, ben, on regarde dans des livres, sur Internet, voir s'il existe déjà des systèmes pour faire ça. Et voilà, du coup, on a trouvé. Et c'est vrai que les yeux qui bougent amènent, je trouve, une humanité qui est assez dingue, une vie qui est assez. Ah ben voilà, je la fais parler, donc je n'arrive plus à parler, moi. Je la manipule, donc j'arrive plus à parler. Elle est triste, hein, elle est triste comme marionnette. Mais elle est touchante, moi je trouve.